Bienvenue sur Histoire d'un crime, la chaîne où nous plongeons au cœur des mystères obscurs et des intrigues troublantes. Préparez-vous à découvrir des récits fascinants et des enquêtes palpitantes. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Cette histoire tragique se déroule principalement aux États-Unis et en Angleterre. Tout commença à York, cette charmante ville historique du nord de l'Angleterre, où Rachel Souza fit ses premiers pas dans une histoire qui allait tragiquement se dérouler entre deux continents. York, avec ses remparts médiévaux bien préservés, sa splendide cathédrale gothique York Minster et ses rues pavées pittoresques comme de Chambol, est une ville au riche passé, fondée par les Romains en 71 après Jésus-Christ. L'atmosphère unique de York attire chaque année des milliers de visiteurs, séduits par son charme intemporel. C'est dans ce cadre enchanteur que Rachel, pleine d'ambition et de rêves, intégra l'université de York, un établissement prestigieux, reconnu pour son excellence académique et ses recherches novatrices. Rachel Souza, née dans une famille recomposée, avait 3 frères, dont 2 demi-frères et 2 demi-sœurs. Son père étant décédé alors qu'elle n'était qu'une enfant, sa mère s'était remariée. Dotée d'un grand nombre de passions et d'idées pour son futur, la jeune Rachel brillait dans l'équipe d'athlétisme de son école et s'entraînait comme nageuse pour devenir sauveteur. Elle caressait le rêve de devenir avocate, mais choisit finalement d'étudier la littérature anglaise, voyageant jusqu'à York, en Angleterre, pour un programme d'échange étudiant. C'est là qu'elle rencontra Neil Entwistle, né le 18 septembre 1978 au sein d'une famille ouvrière anglaise. Leur père, mineur et homme politique local, et leur mère, cuisinière à l'école à temps partiel, veillaient à subvenir aux besoins de la famille. Brillant élève, Neil fut le premier de sa famille à poursuivre des études supérieures, rêvant d'intégrer une classe sociale supérieure. À l'université de York, il s'engagea dans des études d'ingénierie électronique et de gestion d'entreprise. Le destin la réunit avec Rachel dans leur passion commune pour le sport, les amenant à rejoindre l'équipe d'aviron de l'université. Malgré le caractère masculin de cette équipe, Rachel, douée et énergique, fut accueillie avec enthousiasme, devenant une bouffée d'air frais pour ses camarades. Neil, plus réservé, était rapidement séduit par sa présence. Différents par leur tempérament, ils ne tardèrent pas à former un couple solide. Neil présentant souvent Rachel comme la femme avec qui il désirait passer le reste de sa vie. Pour Rachel, Neil incarnait la politesse et le respect, tenant ses promesses et la traitant avec une adoration évidente. Le temps fila, le programme d'échange toucha à sa fin, mais les liens entre Rachel et Neil étaient déjà tissés de manière indéfectible. À l'été 2000, Rachel Souza dut retourner en Amérique pour terminer sa dernière année d'études. Cette séparation lui fit prendre conscience de l'ampleur de ses sentiments pour Neil Entwistle. Confidant à ses amis qu'elle avait probablement trouvé l'amour de sa vie, Rachel était décidée à revenir vers lui. En 2001, Rachel retourna au Royaume-Uni et le couple loua un appartement à Birmingham. Rachel commença à travailler comme professeur d'anglais, tandis que Neil entama sa carrière dans la recherche et développement pour l'armée britannique. Leur bonheur semblait alors inébranlable. Le 10 août 2003, lors d'une cérémonie de contes de fées, ils se jurèrent amour éternel. Leur lune de miel les conduisit autour de la Méditerranée, renforçant encore leurs liens. Sur le plan personnel et professionnel, tout semblait leur sourire. 1 an après leur mariage, Rachel tomba enceinte et, en avril 2005, ils accueillirent leur fille Liliane, un rêve devenu réalité. Neil, fier père, créa un site web pour partager des photos de famille avec leurs proches en Amérique. À l'extérieur, tout donnait l'image de la perfection, même si les différences de personnalité demeuraient perceptibles. Rachel s'adapta merveilleusement bien à sa nouvelle vie anglaise, entretenant des relations solides avec ses élèves qui n'hésitaient pas à la contacter même pendant son congé de maternité. Elle forma également un cercle d'amis proches composé d'enseignants, d'étudiants et de mères. Neil, quant à lui, demeurait solitaire, luttant contre ses insécurités et son complexe lié à ses origines ouvrières et à son accent, qu'il percevait comme un frein à sa progression professionnelle. Peu à peu, l'idée de quitter la Grande-Bretagne pour les États-Unis devint une obsession pour Neil, espérant ainsi échapper à ses ressentiments. Rachel accueillit cette perspective avec enthousiasme, heureuse à l'idée de rapprocher sa fille de ses propres parents. Elle savait que le changement serait difficile, mais elle était prête à faire ce sacrifice pour le bien de sa famille. Neil s'assura auprès de son employeur qu'il pourrait travailler à distance, maintenant ainsi un salaire confortable de $10 000 par mois. L'histoire prend une tournure en septembre 2005, lorsque Rachel Souza, Neil Entwistle et leur fille Liliane déménagent aux États-Unis.
Il s'installe d'abord chez la mère et le beau-père de Rachel, où les grands-parents chérissent chaque moment passé avec la petite Liliane. Joe, le beau-père de Rachel, est un homme imposant à l'apparence sévère, mais ils font littéralement en câlinant sa petite fille. Joe trouve toujours du temps pour créer des liens avec son gendre. Il invite Neil à des sessions de tir récréatif, une activité que Neil accepte avec enthousiasme. Mais tandis que Joe essaie de partager ses passions, Neil peine à trouver un emploi stable et tente même de lancer une entreprise technologique, malheureusement sans succès. La situation économique précipite leur décision de quitter le domicile des parents de Rachel. Ils louent une maison à Hopkinton, une banlieue de Boston, Massachusetts, pour 2 700 $ par mois. La maison est grande, confortable, avec 4 chambres et un jacuzzi dans le jardin, mais manque de meubles qu'ils finissent par acheter. En janvier 2006, ils emménagent dans leur nouvelle maison, louent une BMW et Rachel organise une réunion avec des amis pour célébrer ce nouveau chapitre de leur vie. Quelques jours avant, elle se dévoue à déballer, nettoyer et préparer la maison et invite même sa mère pour un déjeuner en guise de remerciement pour son aide. Le 21 janvier 2006, tout bascule. Les invités du couple, venus pour dîner, trouvent la maison éclairée et le téléphone de Rachel sonnant à l'intérieur, mais personne ne répond. Ils découvrent une note sur la porte laissée par la mère de Rachel, demandant à sa fille de la rappeler. La police est alertée, mais une première inspection de la maison, aux portes verrouillées et fenêtres illuminées, ne révèle rien de suspect, si ce n'est une ambiance étrangement normale, avec de la musique classique jouant dans la chambre de l'enfant et une baignoire pleine d'eau dans la salle de bain. Tout semble en ordre, comme si les parents avaient prévu de donner un bain à leur fille avant de partir subitement. Les policiers remarquent des draps et des couvertures en désordre dans la chambre principale, mais la maison est vide, le garage aussi. Ils vérifient la plaque d'immatriculation du véhicule et continuent leurs investigations. Dans cette situation, la police se trouvait dans une position délicate, car aucune loi n'interdit aux adultes de partir sans en informer leur famille. Tout semblait indiquer que le couple et leur fille étaient partis précipitamment. En réponse à ce signalement de disparition, la police publia un bref avis décrivant la situation et fournissant le numéro d'immatriculation de leur véhicule pour alerter les unités de police susceptibles de le repérer. Cependant, les amis et la famille de Rachel étaient profondément perturbés. Rachel entretenait des relations étroites avec ses proches, et l'idée qu'elle puisse partir sans les en informer était inimaginable. Joe, le beau-père de Rachel, décida alors d'utiliser ces relations pour accélérer les choses. Il appela un ami de longue date, officier de police à la retraite et ancien enquêteur principal de l'unité de prévention et de contrôle du crime du bureau du procureur de district. L'agent, conscient de la gravité de la situation, passa quelques appels cruciaux et conseilla à Joe de ne pas entrer dans la maison de sa belle-fille, expliquant que des preuves essentielles pourraient y être présentes et qu'elle ne devait pas être perturbée. Cet appel d'un détective de haut rang accéléra immédiatement l'enquête. La police intensifia ses efforts en interrogeant les voisins et en vérifiant à nouveau le véhicule du couple. Finalement, ils décidèrent de pénétrer une seconde fois dans la maison de la famille, mais cette fois, dès qu'ils franchirent le seuil, une odeur nauséabonde les frappa. L'odeur provenait clairement de l'étage supérieur. Les agents montèrent les escaliers et, en s'approchant de la chambre principale, la puanteur devint insupportable. Tout semblait en ordre à l'intérieur, comme lors de leur première visite. L'un des policiers s'avança vers le lit et souleva délicatement la couverture jetée à la hâte. Immédiatement, il aperçut le pied d'une femme en dessous. En retirant davantage de literie, les agents firent une découverte macabre. 2 corps gisaient là, celui de Rachel, 27 ans, recroquevillé en position fétale, et celui de Liliane, 9 mois, allongé à côté d'elle. Le médecin légiste fut appelé sur les lieux, révélant que Rachel était décédée des suites d'une blessure par balle à la tête, tandis que Liliane avait reçu une balle dans l'abdomen. De plus, de nombreuses ecchymoses furent découvertes sur le visage du bébé, suggérant qu'elle avait été gravement frappée ou battue. L'enquête s'intensifia rapidement et la voiture de la famille fut finalement localisée sur le parking de l'aéroport. Bien que les portes soient verrouillées, les clés se trouvaient toujours sur le contact. À l'intérieur de la voiture, la police découvrit les clés de la maison des parents de Rachel, mais aucune trace de sang. Cependant, une chose était claire, Neil Entwistle était introuvable. La police n'avait plus de doute, une tragédie avait frappé cette famille, et les sombres secrets de Neil allaient bientôt être révélés. Les enquêteurs, trouvant la voiture à l'aéroport, supposèrent que Neil s'était enfui. Les parents de Rachel commencèrent à réaliser combien ils connaissaient peu leur gendre. Sa carrière dans le domaine des ordinateurs demeurait floue et ses habitudes de paiement par carte de crédit suspectes. Peu après, ils reçurent un appel du père de Neil. Celui-ci affirma que Neil l'avait contacté, expliquant qu'à son retour à la maison, après une absence de 20 minutes, il avait trouvé Rachel et Liliane mortes.
Neil prétendit avoir appelé la police et se rendit ensuite au domicile des parents de Rachel, mais n'y trouva personne. Confus et effrayé, il appela son père depuis l'aéroport avant de décider de retourner en Angleterre. Neil contacta également Joe, le beau-père de Rachel, mais omit la partie concernant l'appel à la police. Il savait que Joe, impliqué dans l'enquête, découvrirait cette omission. La police tint une conférence de presse pour informer le public, précisant qu'il n'y avait pas de suspect officiel. Les enquêteurs interrogèrent Neil, désormais chez ses parents, lors d'un entretien de 2 heures. Neil confirma qu'il savait que sa famille était morte. Il expliqua qu'il avait quitté la maison le 20 janvier matin pour acheter des pièces d'ordinateur, revenant vers 11 heures. Bien qu'il ne pût justifier cette longue absence, il avait dit à son père qu'il n'était parti que 20 minutes. Il affirma avoir trouvé les corps de Rachel et Lillian dans la chambre, avec des détails de blessures que les enquêteurs sur place n'avaient pas observés initialement. Neil se rendit ensuite à l'aéroport pour retourner en Angleterre sans informer personne de la tragédie. Restant calme et impassible, il passa les 2 semaines suivantes avec sa famille. Pendant ce temps, les funérailles de Rachel et Lillian eurent lieu, suscitant une controverse en raison de son absence. Après cet entretien, la police disposa de nombreuses pistes. Un élément crucial fut les mentions répétées par Neil de la collection d'armes de Joe. Les tests en laboratoire révélèrent que Rachel et Lillian avaient été abattues avec une des armes de Joe. De plus, l'ADN de Neil fut retrouvé sur l'arme, et celui de Rachel sur le devant et à l'intérieur du canon, indiquant la proximité de l'arme lorsqu'elle fut abattue. Le 25 janvier, les enquêteurs sur l'affaire se rendirent en Angleterre pour le rencontrer à l'ambassade américaine. Malheureusement, malgré le rendez-vous confirmé, Neil ne se présenta pas et il apparut qu'il ne résidait plus chez ses parents. Le 9 février, les autorités britanniques le localisèrent dans une station de métro à Londres et l'arrêtèrent. Les enquêteurs sécurisèrent son ordinateur portable et examinèrent le disque dur, découvrant une seconde vie secrète. Il s'avéra que Neil n'avait plus travaillé après le déménagement en Amérique. En réalité, il avait démissionné de son emploi, prétextant des raisons familiales. Pendant plusieurs années, Neil avait créé divers sites web vendant des programmes de richesse rapide, inspirés par une arnaque dont il avait été victime. Il vendait des kits de démarrage pour 2000 livres, promettant des gains de 2 millions par an. Bien que ces entreprises lui aient rapporté un peu d'argent, ce n'était pas suffisant. Neil commença alors à vivre à crédit et à se lancer dans des activités illégales comme vendre des copies de logiciels et des manuels sur eBay. Cette entreprise échoua également lorsqu'il cessa d'envoyer les articles achetés, menant à un blocage de son compte et à une enquête. Les enquêteurs découvrirent que Neil visitait fréquemment des sites web érotiques et recherchait de la compagnie en ligne. Au moment des décès de Rachel et Lillian, Neil était lourdement endetté en carte de crédit. La famille de Rachel publia une déclaration lors d'une conférence de presse exprimant leur choc et leur chagrin. Ils déclarèrent que Rachel et Lily aimaient et faisaient confiance à Neil en tant que mari et père. Ils étaient dévastés, incapables de comprendre comment un tel amour et une telle confiance avaient pu être si trahis. Le procureur présenta une version des événements glaçante et plausible. Le matin du vendredi 20 janvier, Neil, après avoir subtilisé une arme de la collection de son beau-père, tira une balle dans la tête de sa femme Rachel, alors qu'elle était couchée. Il tira ensuite une seconde balle dans l'abdomen de leur fille Lillian. Neil retourna ensuite l'arme chez ses beaux-parents et rassembla les fonds nécessaires pour fuir grâce à ses cartes de crédit. Il acheta un billet pour Londres et quitta la maison à 5 h du matin le samedi 21 janvier, prenant un vol à 8 h 15. Le lendemain, la police découvrit les corps de Rachel et Lillian. Neil, maintenant sans emploi, était accablé de dettes en Angleterre et ses entreprises en ligne aux États-Unis avaient échoué. Le couple avait loué une maison pour 2 700 $ par mois juste avant les meurtres. Neil fut accusé de double meurtre et extradé vers les États-Unis. Il plaida non coupable et changea sa version des faits. Il affirma qu'en rentrant chez lui, après avoir fait ses courses, il avait trouvé sa femme et sa fille mortes, avec une arme appartenant à son beau-père à proximité. Neil prétendit que Rachel s'était suicidée. La défense chercha à annuler toutes les preuves recueillies au domicile de la famille, arguant que la police y était entrée sans mandat. Mais la motion fut rejetée. Le procès débuta en juin 2008, 2 ans et demi après les meurtres. L'accusation reposait principalement sur des preuves circonstancielles et l'ADN trouvé sur l'arme, soulignant le mobile évident du crime. Neil fut dépeint comme un escroc au cœur froid, un mari et père raté qui avait abattu sa femme et sa fille. Ses arnaques en ligne, son obsession pour les sites érotiques et ses recherches sur les crimes impliquant des armes furent révélées. Après les meurtres, Neil tenta de retirer de l'argent au distributeur automatique, acheta un billet d'avion pour l'Angleterre
et n'appela ni les services d'urgence, ni sa belle famille, préférant fuir. Joe, le beau-père de Neil, témoigna au tribunal, relatant une conversation suspecte où Neil avait déclaré vouloir que Rachel et Lily soient enterrées ensemble, ajoutant « c'est comme ça que je les avais laissées ». L'accusation peignit Neil comme un meurtrier calculateur et manipulateur. La défense argua que Neil aimait sa famille et que tout ce qu'il avait fait après était par amour. Les témoins décrivirent un mariage heureux et aimant. La défense suggéra également que Rachel pouvait souffrir de dépression post-partum et que les résidus de balles trouvés sur ses mains pouvaient indiquer un meurtre-suicide. Finalement, le verdict fut rendu le 25 juin 2008. Neil fut reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les parents de Neil restèrent à ses côtés, croyant en son innocence et soutenant l'idée que Rachel s'était suicidée. Le verdict fut porté en appel, mais en août 2012, la Cour suprême refusa d'entendre l'affaire, épuisant toutes les voies légales. Neil continue de purger sa peine à perpétuité. Le jury devait décider entre deux portraits de Neil Entwistle, celui d'un fraudeur endetté, sexuellement frustré, qui aurait assassiné sa femme et sa fille, pour éviter que ses mensonges ne soient découverts, et celui d'un mari aimant et dévoué, cherchant à protéger la réputation de sa femme. Le verdict est tombé le 25 juin 2008. Neil fut reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ses parents, dévastés, crurent toujours en son innocence et soutinrent à l'idée que Rachel s'était suicidée. Neil fit appel, arguant que les preuves recueillies lors de la perquisition sans mandat auraient dû être exclues. L'appel fut rejeté en août 2012 et en janvier 2013, la Cour suprême des États-Unis refusa d'entendre l'affaire, épuisant ainsi toutes les voies légales. En août 2023, Neil déposa une requête pour obtenir l'autorisation de faire appel, se basant sur une interview d'un juré après le verdict de 2008. Le juré avait déclaré que sa taille et celle de Rachel étaient similaires et que si elle avait pointé un pistolet sur sa tempe et tiré, elle aurait eu des marques de brûlure sur tout le visage. Neil affirma que cette comparaison spéculative l'avait privé d'un procès équitable. Pour l'instant, aucune autre information n'a émergé et Neil continue de purger sa peine à perpétuité. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez trouvé cette enquête intéressante. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos théories dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères du crime.